Bonjour. Le cours d'aujourd'hui s'intéresse à la recherche des relations de parenté entre espèces. Généralement, on a deux types de classification. La classification classique, qui permet d'établir des groupes ou taxons en fonction d'un simple critère de ressemblance globale. Et on a la classification phylogénétique. C'est quoi la phylogénie ou la classification phylogénétique? Une phylogénie est une représentation des liens de parenté entre espèces. Elle répond à la question qui est plus proche de qui parmi un ensemble d'espèces et se représente généralement sous la forme d'un arbre. Par simplification, on utilise le terme de phylogénie pour arbre évolutif. Les relations de parenté entre espèces sont le résultat de leur histoire évolutive. Comme pour tout processus historique, on ne peut en voir que le résultat. Ainsi, les phylogénies sont des hypothèses sur les degrés relatifs de parenté qu'entretiennent des espèces. Ces hypothèses peuvent être testées par l'apport de nouvelles données, qu'elles soient écologiques, comportementales, morphologiques, anatomiques, chromosomiques ou moléculaires. Donc, comment peut-on établir les liens de parenté entre les êtres vivants? Pour répondre à cette question, on va se baser sur trois niveaux d'étude des caractères. Le niveau morphologique et anatomique, le niveau embryologique et le niveau moléculaire. Premièrement, par l'étude des caractères anatomiques et morphologiques. Préalablement, il faut distinguer les structures homologues des structures analogues. Structures homologues entre deux groupes désignent qu'il y en a une homologie. Et les structures analogues désignent qu'il y en a une analogie. Donc, c'est quoi l'homologie et c'est quoi l'analogie? Premièrement, homologie. On appelle caractères homologues des caractères anatomiques qui, chez des espèces ayant le même plan d'organisation, dérivent d'une même structure embryonnaire ou d'une même structure ancestrale, même si au cours du développement ou de l'évolution, ces structures ont acquis des fonctions différentes. Par exemple, les membres des vertébrés tétrapodes actuels ont une organisation similaire. On parle d'organes homologues. Ils présentent la même structure, mais pas la même fonction. Comme si schématisé dans le schéma à côté, l'aile d'oiseau et la patte de reptile ont la même organisation, mais n'ont pas la même fonction. Par exemple, l'aile d'oiseau sert de voler, alors que la patte de reptile sert de locomotion, c'est-à-dire qu'ils ont des fonctions qui sont différentes. Donc, à partir des homologies, on établit un portrait robot de l'ancêtre commun hypothétique. À savoir que le portrait robot, c'est le portrait le plus ressemblant possible, par exemple du visage d'un person recherché dans le domaine de police. Dans notre cas, le portrait robot est celui de l'ancêtre commun prévu. Ce dernier possède tous les caractères homologues partagés par la totalité des espèces considérées. Deuxièmement, les structures analogues. Sont dites analogues des structures pouvant présenter des similitudes de fonction ou de forme, mais ayant une origine évolutive distincte. Alors, par la suite, les structures analogues ne permettent pas d'établir les liens de parenté. Comme exemple, les ailes des insectes et celles des oiseaux sont deux structures qui accomplissent la même fonction, c'est de voler, mais les organes qui permettent cette activité sont différents entre eux, et par leur origine et par leur structure. Comme c'est présenté dans le schéma à côté, tous les êtres vivants sont des ailes qui servent de voler, mais qui n'ont pas la même organisation.
conclusion, les structures homologues ont la même place, la même organisation globale et les mêmes connexions, par exemple les connexions nerveuses. Et par la suite, elles servent de trouver l'origine commune ou l'ancêtre commun. Alors que la structure analogue ont la même fonction mais pas les mêmes organes qui permettent l'activité et ne permettent pas d'établir les liens de parenté. Deuxièmement, par l'étude des caractères embryologiques. L'embryologie permet de comprendre les tendances évolutives qui ont affecté différents groupes au cours des temps. Chez tous les vertébrés, présente un plan d'organisation similaire mis en place au cours du temps. En effet, au cours du développement, les caractères propres à un sous-groupe se mettent en place plus tard que ceux appartenant au groupe. On peut ainsi définir des taxons de plus en plus restreints. Il existe chez les embryons de vertébrés de nombreuses ressemblances. Ces données embryologiques suggèrent entre ces animaux un lien de parenté de temps plus étroit que les similitudes persistent au cours du développement. Le schéma suivant présente les différentes phases de développement de certains êtres vivants. On peut observer qu'au cours du développement ou de croissance, l'apparence des êtres vivants se change, mais leurs embryons ou larves restent similaires, ce qui peut donner idée sur l'ancêtre commun de ces êtres vivants. Donc, l'étude des larves ou des embryons fait souvent découvrir des homologies peu évidentes chez les adultes et par la suite mettre en évidence des liens de parenté. Troisièmement, par l'étude des caractères moléculaires. Les molécules homologues sont les molécules qui ont des structures voisines et des fonctions voisines. Le schéma présente une comparaison entre la structure d'hémoglobine de différentes espèces en se basant sur les similitudes et les différences entre acides aminés. Il en ressort que plus l'espèce est éloignée phylogénétiquement de l'espèce humaine, plus son hémoglobine diffère de l'hémoglobine humaine. Cette similitude entre les séquences d'acides aminés résulte d'une similitude dans la séquence des nucléotides qui les codent. Donc, l'apparition d'un nouveau gène constitue une nouveauté évolutive qui témoigne d'une parenté plus forte entre les organismes qui les possèdent. Les séquences de ce gène, polypeptide pour lesquelles il code, présentent alors des similitudes importantes chez ces organismes et on peut parler de gènes aux protéines homologues. Cette homologie témoigne d'un ancêtre commun qui leur est propre et chez qui ce gène est apparu. Donc, plus l'ancêtre commun à deux espèces est proche, dans le temps, plus faible sera la différence entre leurs gènes ou leurs molécules homologues. Par conclusion, la reconstruction phylogénétique a donc pour but d'établir les liens de parenté entre taxons pour un ensemble donné d'organismes. Cela revient à construire l'arbre évolutif le plus cohérent pour cet ensemble d'organismes. Et merci pour votre attention.